En ayant mon voisin le plus proche à plus de 2 pas de ma chaise, j'éprouve un sentiment d'isolement étouffant. L'intimité du repas ne fait pas le poids contre le pouvoir discrétionnaire de la table. L'influence malveillante de tous ces objets souverains sur l'atmosphère du lieu a atteint le monde des vivants. À moins de déclencher une terrifiante révolution silencieuse, il me semble impossible d'aller à l'encontre de cette puissance inerte. Il est clair que rien ni personne dans cette maison ne supporte la fantaisie sonore ou gestuelle. Le seuil de la paralysie est si proche qu'au moindre mouvement de hanche de ma part, la chaise me dénonce à la vindicte populaire en émettant des bruissements râleurs. La raison de l'immobilisme est bien cruelle pour les pauvres âmes, surtout lorsqu'elles sortent d'une cellule algéroise. Il m'est arrivé quelquefois de dîner chez de riches Mozabites ou de riches Arabes. On ne peut qu'être toujours impressionné par l'étalage de la richesse. Il n'y a pas une seule exception à la règle. On admet combien on est loin de mener une vie décente. Néanmoins, la frontière qui nous sépare n'est pas une muraille infranchissable. L'unique objet de discorde est une conception opposée sur la richesse matérielle. Pour le reste, je vois des êtres absolument identiques à moi. Ils possèdent une fortune et moi, seulement l'espoir de l'acquérir un jour. Voilà toute la différence. Il en va autrement pour le riche français. En pénétrant dans le monde spacieux de la fortune, on remarque d'entrée que l'air ambiant n'y possède pas les mêmes propriétés que dans un gourbi. Ces propriétés seront d'autant plus abondantes que la fortune est solide. Ainsi, on estimera maladroitement au début que ces riches Français s'adonnent volontiers à certains usages qui, soit dit en passant, sont assez farfelus. L'extravagance n'est-elle pas la concubine de la fortune? Ils ne mènent pas leur vie comme nous l'entendons. Ils l'exercent plutôt à la façon d'un ouvrier qui prévoit les gestes qu'il devra accomplir pour réaliser son ouvrage. Leurs gestes sont calculés tout autant que leurs paroles. Ceci explique pourquoi la vie de ces êtres riches est aussi encombrée que l'arrivée d'un troupeau de chameaux assoiffés dans un abreuvoir. En certaines circonstances, nous aimons tous nous imposer un cérémonial austère. C'est qu'une seconde nature qu'une bonne conduite en société nous prescrit de temps à autre. Le cérémonial n'arrive-t-il pas à point nommé lorsque nous avons la velléité de partager? Mais peut-on parvenir à se comporter comme des gens qui ont fait du rituel une profession permanente, sans franchir les limites de l'asphyxie? Chez eux, tout est matière à réglementation. On ne badine pas avec autant d'émotion. L'imprévu est annoncé bien avant de se produire. Le pire est que tout ce cérémonial est accepté dans la bonne humeur et se déroule sans heurts apparents. Ces gens épanouis semblent vivre un bonheur bien réel. Quant à moi, je ne peux pas en dire autant. Je suis aussi serein qu'un fou tombé d'un arbre. Je sais manger debout, couché, à genoux, assis par terre ou sur une chaise et à dos de mulet. Tous les usages de la chaise, de la table et des couverts me sont tout à fait acquis. J'ai des capacités certaines à m'adapter à n'importe quel protocole. Je suis aussi capable, si le besoin s'en fait sentir, de manger avec une mouche ou une hache, tout aussi facilement qu'avec une cuillère à café. Je sais enfin me tenir convenablement
et m'astreindre facilement à tous les us et coutumes en vigueur dans le pays. Malgré cela, mon expérience s'avère être nettement en dessous de ce qui est exigé dans cette maison. Je ne suis pas en mesure de prendre un repas comme eux, et tout porte à croire que je ne sais pas manger. D'ailleurs, qui s'y retrouverait dans toutes ces conventions déroutantes? Que dire de ces gens qui ne touchent jamais les aliments, qui n'utilisent même pas les mains pour manger un morceau de poulet, qui s'appliquent à tenir le couteau et la fourchette de façon savante, qui prévoient le temps nécessaire pour porter la nourriture à la bouche, qui se maintiennent toujours très dignement sur leur chaise. Je préfère demeurer sur ma faim plutôt que de les suivre dans cette voie. En tout état de cause, ce repas est pour moi un supplice. Ne désirant nullement aggraver mon cas, je persévère sagement dans le silence. Cette attitude est à la longue payante, car j'ai réussi à le faire oublier. Je ne demande pas autre chose, sauf que je suis coincé sur ma chaise et que j'aurais souhaité m'affaler sur un lit. L'interminable repas prend fin pendant que mon dos éprouve une irrésistible envie de se reposer. J'ai aussi le cou qui commence à me poser de sérieux problèmes, à force de tourner la tête sans arrêt durant le repas, pour ne pas me laisser surprendre par la jeune et très jolie servante, qui a la manie de débarrasser les couverts et d'en rapporter d'autres à chaque nouveau plat. J'ai fini en effet par avoir mal au cou. Le banquier propose ensuite à tout le monde d'aller se coucher tôt en prévision du long voyage du lendemain. Il prend là une sage initiative. Je salue la famille, puis je suis Joseph qui me conduit dans ma chambre. En me retrouvant seul dans cette chambre parfumée, la cabane du quartier des chiens perdus surgit dans mon esprit chavirant de félicité. Je la distingue aussi clairement que si j'y étais habité encore. Là-bas, je dormais sur quelques planches et tout habillé de peur d'attraper un rhume. Ici, j'ai un grand lit pour moi tout seul, où je peux dormir en endossant un superbe pyjama que m'a prêté Joseph. Le luxe repose l'esprit autant que la misère l'abrutit, me dis-je. Je suis extrêmement fatigué, pourtant je ne veux manquer aucun instant de ce bonheur absolu. Je n'ai aucune envie de dormir. Ce moment m'est trop précieux et inconnu pour que je m'abandonne à un sommeil stupide. Mes pensées vont et viennent entre la cabane, le douar et cette chambre illuminée par les anges du paradis. Je revois l'inspecteur sadique d'un billard et je laisse éclater ma joie. À l'idée que je ne serai jamais plus son invité, je souris à la vie. Quand Joseph m'a fait entrer dans ce qui allait être ma chambre pour une nuit, j'ai eu la tentation de lui demander la permission de coucher sur le balcon. Je préfère être à l'aise dans mon élément en dormant par terre que dans ce lit qui ressemble à celui de Rabat. Il possède aussi un toit et je ne sais même pas comment on y dort. Maintenant, allongé dans ce lit douillet, je commence à comprendre le luxe et j'en apprécie l'ivresse. Je rêve dans cette douceur présente. En ayant connu le luxe, on n'aspire plus aux mêmes rêves et l'on n'observe plus la vie avec les mêmes craintes. Lorsqu'on s'allonge sur un lit avec ce drôle de toit sur la tête, la haine se dilue dans le silence, victime de son égarement en luttant désespérément pour s'échapper
de ce lieu béni. Bercé dans ces douces sensations, j'aperçois la porte de la chambre s'ouvrir délicatement. Dans la pénombre, la jeune servante referme la porte derrière elle. Elle est en robe de nuit, belle, désirable. Avec la démarche d'un félin, elle s'assit sur le lit. Ses yeux brillent. Le suprême plaisir est devant moi. Elle me dit d'une voix qui vide tout l'alcool contenu dans mes veines: je peux dormir avec toi? Le paradis sur terre existe, je vous l'assure. Il a pour nom Nejma. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.